moi le plateau du décryptage de l'actualité politique nationale. Eh bien, Patrice Talon s'est exprimé hier, juste après donc la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 11 avril par la Cour constitutionnelle. Et bien, ce qui confirme le chaos du chef de l'État élu donc au premier tour ce dimanche 11 avril. La Cour constitutionnelle avance donc un taux de participation de 50,63%. Des polémiques restent toujours autour donc de cette participation puisque la plateforme des OSC maintient toujours donc son taux de, confirme toujours son taux de 26,47%. Que dit alors de ces polémiques et ensuite que dit également des premiers propos du chef de l'État après donc sa réélection. Le ministre porte-parole du gouvernement qui était face également à la presse hier. L'actualité politique au Bénin est donc très riche. On va donc en parler sur ce plateau de Convainc-moi avec les analyses des confrères journalistes. J'ai à ma droite Louis Assoba, journaliste indépendant. Louis, bonjour. Bonjour, Corneille, bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV. Et puis donc à ma gauche, Isiaka Kochoni, directeur de publication du quotidien La Cime de l'Info. Isiaka, bonjour. Oui, bonjour Corneille, chers téléspectateurs, bonjour. La Cour constitutionnelle donc, a confirmé donc, le chaos hier donc, lors de la proclamation des résultats provisoires, Isiaka Kochoni. Oui, la Cour a confirmé les résultats comme on peut s'y attendre. Sinon, si nous prenons les résultats de la Sénat, on voit clairement qu'il n'y a pas de polémique autour. La Cour est venue simplement confirmer ce que la Sénat avait déjà donné. Et je crois que tout le monde doit descendre. L'élection est terminée, Talon élu, c'est pour tous les Béninois. On doit désormais penser au développement du pays, qu'on soit opposant ou mouvancier. Il faut qu'on réfléchisse sur l'évolution du Bénin désormais, qu'on oublie les antécédents, les attaques, les soulèvements, tout ça est terminé désormais. Tout le monde descend. On ramène les pendules à zéro et on continue avec le chef de l'État. Louis Assoba. Oui, je ne suis pas surpris par la confirmation de la Cour par rapport aux résultats. Depuis 1990, on a déjà organisé une dizaine d'élections et chaque fois, la Cour confirme en réalité les chiffres, à peu près, je dis à peu près les chiffres de la Sénat. Et donc, cette élection également, le contraire m'aurait étonné. C'est-à-dire, dire par exemple la Cour qui va dire le contraire, je crois que tout le monde ne doit pas s'y attendre à ça. Donc, aujourd'hui, avec cette décision, avec cette confirmation de la Cour, ça vient en quelque sorte montrer peut-être la crédibilité de la Sénat, puisque les chiffres, il n'y a pas vraiment un écart par rapport aux chiffres de la Sénat, par rapport à ce que la Cour constitutionnelle a confirmé. Tout à fait. Alors, en attendant donc de revenir donc, sur les premiers propos du chef de l'État, qui donc a attendu donc, la proclamation provisoire des résultats par la Cour, donc avant de se prononcer, il y a quand même quelques polémiques autour de la participation. Les chiffres sont maintenant officiels. La Cour, donc, bien sûr, parle de 50,63%. Oui, Assoba. Écoutez, s'il y a polémique, il faut aller chercher la racine. Nous parlons de politique et qu'on le veuille ou non, il y a deux camps. Et donc, si on a constaté tout ce qui s'est passé bien avant ces élections, même pendant ces élections et après même ces élections, il y a de quoi qu'on parle de polémique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu tellement cette tension-là qu'on a constatée de part et d'autre, surtout dans le septentrion là-bas, où on a eu des soulèvements et autres, où il y a des opposants soi-disant qui se disent qu'ils sont exclus du processus. Et donc tout ça là, en dehors de ça, il y a un engouement lors de la campagne électorale où on n'a pas constaté un véritable engouement comme on en a l'habitude de constater par le passé. Et tout ça, pendant les élections, c'est vrai qu'on ne va pas faire foi, n'est-ce pas, aux images qui circulent sur les réseaux sociaux. Cependant, vous voyez, ces images-là viennent alimenter en quelque sorte ces polémiques-là qu'on a constatées. Et les chiffres de l'organisation de la société civile, c'est vrai que
l'organisation de la société civile n'est pas habilitée à donner les vrais chiffres. Et donc, il va falloir, comme le président de la Sénat l'a dit lors de la proclamation des résultats, il va falloir peut-être que l'organisation de la société civile se rapproche, n'est-ce pas, de cette Sénat-là pour confronter, n'est-ce pas, les chiffres. Sinon, il y a eu vraiment un grand écart entre ce que l'organisation de la société civile, bien qu'elle ne soit pas crédible pour donner les vrais chiffres, et ce que la Sénat a dit. Et donc, tout ça là vient en quelque sorte alimenter ces polémiques-là qu'on a constatées. Maintenant, la Cour, c'est le dernier recours en quelque sorte. C'est la Cour qui dit la dernière chose qu'on devrait retenir. Et donc, à partir de cet instant, si la Cour vient confirmer ces chiffres de 50,63%, cela voudra dire inutile, ça met fin vraiment à la polémique, inutile de faire truc-là. On avance seulement et on amorce toujours le développement pour le pays. Contrairement à mon confrère, je pense que s'il doit y avoir des cas ne devaient pas être allés à 50. Bien sûr, l'organisation de la société civile n'est pas habilitée à donner le taux de participation, mais qu'on le veuille ou pas, ils étaient sur le terrain. Mais qu'on donne 26%, et qu'on aille à 50%, il y a un réel problème. Oui, j'ai dit qu'il y a un écart et que c'est ça qui vient en quelque sorte pour un observateur, je ne suis pas membre de la Sénat ni membre de la société civile, mais pour un observateur et voir tout ce qui s'est passé, on pourrait faire foi un peu à l'organisation de la société civile. Pourquoi? Lorsqu'on prenait le Nord, quand la Sénat envoyait les matériels sensibles, il y avait des endroits où tout était bloqué. On peut penser qu'au nord, beaucoup n'ont pas pu. Oui, c'est débloqué, mais je ne suis pas sûr que toutes ces zones-là ont pu avoir les matériels sensibles pour voter comme cela se doit. Il y a 16 arrondissements. Sinon, oui, mais là-dessus, le président de la Sénat a été clair. C'est dans la zone de Tiaourou qu'il n'y a pas eu de vote. Donc, sur les 700 et quelques arrondissements, il y a eu 16 arrondissements. Il y a 16 arrondissements. Ça, on le sait déjà. Je suis d'accord. Mais dans les autres localités du pays, le vote s'est déroulé normalement. Le vote s'est déroulé normalement dans certaines localités. Même si nous n'étions pas sur le terrain, dans les localités où les gens sont sortis, je prends le cas de Calavi. Moi, j'ai sillonné certains centres. Je sais ce qui s'est passé. Je ne suis pas membre de la Sénat pour donner un résultat. Mais quand on dit 26%, on se demande, les membres de la société civile sont au Togo, bien au Bénin. Et l'autre va à 50%. On pourrait se retrouver à 40, un petit écart. Mais jusqu'à 20 et 50, il y a trop d'écart. Et pour un observateur qu'on est assez, pour un observateur, il doit plus faire foi à l'organisation de la société civile. Même si c'est l'organisation de l'élection, je suis d'accord, même si ce n'est pas cela, comme on est en train de le dire, mais les 16 arrondissements où il n'y avait pas d'élection, dans quel compte on a mis tout ça là? À Calavi, il y a des élections. On a sillonné, dans la soirée, j'ai sillonné certains endroits. Étant journaliste, je suis appelé à pouvoir aller au niveau de... J'ai sillonné au moins 20 ou 30 centres où vous voyez, sur 300, il y a 50 votés. 55 votés. Ça, on ne peut pas dire ça. Mais il y a d'autres régions où le taux de participation était quand même très fort. Nous connaissons les chefs même du duo Talon-Talata. On peut compter Calavi. Parce que vous connaissez les leaders, les tenants qui sont à Calavi. Si à Calavi, il y a ces résultats-là, on pourrait imaginer les autres endroits. Mais aujourd'hui, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que c'est fini, c'est terminé, enterré ce débat sur la participation, sur la Cour. Très bien. Donc, à valider, enfin, la Cour a donné ses chiffres. Je vais essayer d'apporter quelques précisions par rapport à ce que mon confrère a dit. Je ne suis pas en quelque sorte en train de défendre le taux de participation qui est de 50%. Je suis en train de dire tout simplement l'écart qui est entre les chiffres de la société civile et les chiffres de la Sénat. Cet écart vient en quelque sorte alimenter cette polémique-là où on se pose la question si c'est vraiment le réel taux de participation. Et l'autre chose qu'il faut préciser, c'est que la Sénat a bien précisé que les 16 arrondissements qui n'ont pas pu accomplir leur devoir civique, qui n'ont pas pu avoir l'opportunité de voter, ces 16 arrondissements ont été retirés. En réalité, le nombre de votants, enfin, le nombre inscrit a été retiré en quelque sorte avant de faire le calcul. Et donc, le calcul n'a pas pris en compte ces 16 arrondissements-là. C'est comme si nous avons 500 votants, mais finalement, 300 ou 400 ont voté. Donc, nous avons pris ces 400-là pour essayer de faire les calculs. Donc, c'est à partir de là, je suis en train de dire,
En prenant en compte tout ça et en prenant en compte les chiffres de l'organisation de la société civile et les chiffres de la Sénat, tout ça vient alimenter en quelque sorte cette polémique-là où on doute un peu du chiffre réel. Et l'autre chose qui fait que parfois on continue de douter, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous prenez les élections de 2016, il y avait tellement d'engouement. Il y a plus de 60% de nettement. participation. Alors, c'est environ 60%. Tout à fait. Et cette fois-ci où il n'y a pas vraiment d'engouement, vous constatez on parle d'exclusion, on parle d'emprisonnement d'opposants et tout ça. Quand vous prenez toutes ces polémiques-là, quand vous prenez tous ces aspects et vous ajoutez également à ces Béninois qui ne croient plus. Je suis journaliste, je descends là-bas, j'écoute ce que le Béninois dit. Et donc, quand vous prenez tout ça, avec ces chiffres de la société civile, vous doutez, n'est-ce pas, un peu de ce chiffre que la Sénat a communiqué. Mais la Cour, donc, je reprécise, donc, la Cour donc, a enterré ce débat. Voilà. Mais le problème qui se pose en réalité, c'est au-delà du chiffre, en fait. Parce qu'on a vu donc en 2016, vous l'avez dit, plus de 60% de participation. En 2019, on était à 27% de participation pour les élections législatives. On sait que c'était des élections difficiles. Oui. En 2020, on était autour de 40%. 40%. Et maintenant, on est à 50%. Donc, la moyenne en réalité. Alors, est-ce que les Béninois perdent le goût d'aller accomplir leurs devoirs civiques? Comment cela s'explique alors? Si moi, est-ce que c'est l'effet de la pandémie? Je vais répondre à cette question. Tout dépend, n'est-ce pas, des politiques. En réalité, quand on prend le Bénin, nous avons amorcé le chemin de la démocratie depuis 1990 et on a parlé de multipartisme et autres. Et donc, chaque camp, qu'on le veuille ou non, il y a certains Béninois aujourd'hui qui n'ont pas vu leur candidat sur la liste. Ils n'ont pas vu leur candidat. Et donc, souffrez que ceux-là qui n'ont pas vu leur candidat, qui peut-être ont foi, n'est-ce pas, à ces candidats et qui malheureusement n'ont pas vu ces candidats, ils vont rester à la maison. Et l'autre chose, qu'on le veuille ou non, tout le monde, on ne peut pas dire que 100% des Béninois aiment Patrice Talon. Et donc, à partir de ce moment, il y aura certains qui vont décrier sa gestion de 5 ans. Et donc, souffrez que ceux-là restent à la maison. À partir de ça, et l'autre chose, aujourd'hui, moi, je pense que les paroles politiques, les promesses politiques, les Béninois sont fatigués. Il faut avoir le courage de le dire. On nous promet telle chose, vraiment, ça va changer. En 5 ans, on fait le bilan, on ne trouve pas en réalité ce qu'on avait promis. Et donc, tout ça a fait que le Béninois aujourd'hui, je ne dis pas tous les Béninois, certains de nos compatriotes aujourd'hui sont réticents à vouloir accomplir leur devoir civique. Et l'autre aspect, c'est que certains qui pensent que, bon, on connaît en quelque sorte le résultat d'avance. Qu'est-ce qui pourra, est-ce que mon vote sera vraiment pris en compte? À partir de ce moment-là, il serait difficile pour ce Béninois-là d'aller l'électeur ne fait plus confiance aux institutions en chef des élections. C'est l'expression, il faut avoir le courage de le dire. Il y a certains, peut-être d'autres, d'accord, mais il y a certains aujourd'hui qui ne font plus confiance aux politiques. Parce que ils analysent, le Béninois analyse. Le Béninois, parce que le candidat qui s'est déplacé pendant la campagne électorale pour dire, voilà, je vais faire telle chose. Mais à l'arrivée, on constate que durant ce mandat, il n'a pas accompli même le tiers de ce qu'il a promis faire. Souffrir que quand même ce candidat va revenir, ce Béninois va se déplacer pour écouter le discours. Mais le jour pour aller accomplir ce devoir civique, il lui serait difficile tout simplement. Donc, il y a tellement d'aspects qui prouvent qu'aujourd'hui, le Béninois n'est plus perd en quelque sorte de plus en plus le goût d'aller accomplir son devoir civique. Et le chef de l'État même en est conscient. Pendant la campagne électorale, il a dit, je sais que je vais gagner. Mais l'enjeu principal aujourd'hui, c'est le taux de participation. Il faut sortir pour aller voter. Et pour donner plus de moyens à ça, vous voyez, on a essayé, n'est-ce pas, de diminuer un peu ces critères qui permettent à un Béninois d'aller voter, à savoir par exemple de prendre les cartes d'identité, les scolaires, des cartes d'étudiants, tout ce qui pourrait permettre d'identifier l'électeur pour aller voter. Et donc, si on arrive à faire tout ça là,
on en est conscient que l'enjeu, en réalité, c'est le taux de participation. On en est conscient qu'en réalité, de plus en plus, les Béninois n'arrivent plus à exprimer leur droit de vote. Alors, Issaka je Koutchouni, crois le qu'on ne comportement doit de l'électeur béninois. Oui, depuis, disons, 2016, après l'élection de 2016, nous avons constaté que les Béninois n'ont plus l'engouement à aller voter. Vous avez rappelé tout à l'heure les pourcentages. C'est normal. Lorsque vous prenez le régime qui est là actuel, ce n'est pas une manière de les flécher. Ce n'était pas comme notre régime. Prenez la veille des élections d'abord, l'organisation des élections, la campagne, comment cela se faisait. Il n'y a plus ça. On a fait campagne dans ce pays, on ne sait pas s'il y a campagne. Les gens aussi n'ont pas l'engouement d'aller voter, d'aller choisir un candidat. Et l'autre confrère l'a dit tout à l'heure. Si mon candidat n'est pas choisi, j'irai voter pour qui? Il y a aussi un aspect très capital. Avant aussi, l'argent circulait. Il y avait l'argent, vous prenez l'argent, vous irez voter. Une fois que vous avez pris l'argent, vous devez aller voter. Maintenant, il n'y a plus ça. Et je pense que le chef de l'État l'a dit dans son discours aussi, que l'argent n'a pas pu circuler comme d'habitude. Certains votent à cause de l'argent. Aujourd'hui, le régime actuel a dit non, il faut qu'on finisse avec cela. Il faut choisir quelqu'un qui a l'ambition pour le pays. Lorsque vous allez voter, vous savez que je vais aller voter pour ce candidat parce qu'il a une bonne ambition pour mon pays. Ce n'est pas à cause de l'argent. Je me rappelle en 2016, il y a des gens qui distribuaient l'argent dans les maisons. Dans les maisons, ils distribuaient l'argent comme on distribue les logos des candidats. Il n'y a plus ça maintenant. Pour quelqu'un qui est habitué à prendre l'argent avant d'aller voter, il n'y a plus ça, il va rester chez lui. D'où l'engouement là. D'une part, il y a la question de l'argent qui ne circule pas. Il y a aussi les propos démagogiques. Nous allons faire ceci, nous allons tracer ceci. À la fin, on ne voit rien. La population est déçue. Elle se demande, je vais voter pour quel candidat? On nous a menti qu'on doit faire ceci, notre vie quotidienne, les parler de la ménagère aura d'accessibilité. À la fin, on constate que c'est tous les mêmes, sommes dans les mêmes routines. La population se demande pourquoi il faut aller voter. Donc, voilà un peu ce qui fait que de jour en jour, les taux de participation, il va falloir sensibiliser ou rééduquer l'électeur béninois. Non, vous n'allez pas rééduquer l'électeur béninois. Peut-être vous allez présenter des aspects peut-être qui pourront permettre désormais à l'électeur béninois d'aller voter. Tout à l'heure, on a énuméré des critères. On a dit que le candidat, par exemple, qui a fait des promesses, une fois élu, que ce soit le maire, que ce soit le député, que ce soit le président, n'arrive plus à honorer son engagement. Et donc, désormais, quand ce candidat va honorer son engagement, l'électeur ira voter. C'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect du côté, comment on appelle, l'argent. Je suis entièrement d'accord. Mais l'électeur qui est conscient que le maire qui a dit ou bien qui a promis lors de sa campagne électorale, qui a promis à tracer ou bien qui a promis faire peut-être certaines choses, certaines réalisations de sa communauté et qui arrive à le faire lors de son quinquennat, bien lors de son mandat, je pense que l'électeur, même sans trouver de l'argent, pourrait quand même accorder, pourrait quand même aller, n'est-ce pas, voter pour accorder encore sa confiance à cet élu local-là. Donc, toutes les questions, la réalité aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'il faut rééduquer parce que vous avez beau sensibiliser l'électeur, mais s'il ne trouve pas ce que vous lui avez promis, il lui serait difficile d'aller accomplir ce devoir-ci. Et surtout qu'on a ici, il faut qu'on permette à ce que chaque Béninois ait ses candidats pour qu'on puisse aller à l'élection. Il y a cet aspect-là aussi qui est capital. Mais ça, c'est la loi qui règle cela. Je suis d'accord. Bon, il faut revoir la loi pour que le candidat de tout le monde puisse aller à l'élection. Donc, les candidats qui respectent... pas les lois sur mesure peut-être, ou bien... Non, je ne pense pas forcément qu'il y ait eu de loi taillée sur mesure ici à Kakoshoni. En tout cas, je connais des gens qui m'ont dit mon candidat n'est pas pu aller. Il y a le principe de parrainage, donc il y a des candidats qui n'ont pas pu avoir les parrains nécessaires. Voilà. Alors, donc, prochainement, ces candidats... Non, écoutez, sur ces aspects, même le chef de l'État reconnaît que les réformes sur cet aspect-là, tel qu'il a voulu, ce n'est pas en réalité ce qu'il a constaté. Et que peut-être, avec sa volonté, on pourrait permettre... Puisque, vous voyez, ça nourrit les tensions aujourd'hui dans le pays. Améliorer au fur et à mesure. Voilà, améliorer au fur et à mesure pour que désormais, que ça ne soit pas trop restreint. On a connu seulement 3 duos. Est-ce que vraiment l'intention du chef de l'État, au moment où il avait engagé ces réformes, c'est d'avoir uniquement 3 candidats? On peut aller, par exemple, avec, on a parlé de, au niveau du parrainage, on a parlé de 16 élus. Alors, cela voudra dire, au total, on devrait avoir 160. On est d'accord, 83 députés plus les 77 maires. Cela voudra dire que l'intention du chef de l'État,
c'est d'avoir environ 10 candidats. À partir de ce moment, si, à défaut de 10 candidats, on a 3 candidats, ça veut dire que la réforme, quelque part, ça a trébuché. Et donc, raison pour laquelle désormais, une fois maintenant qu'il est encore élu, il peut encore revoir, grâce avec le concours du législateur, il peut encore revoir cette loi-là pour que désormais, puisque on continue de le dire, qu'on le veuille ou non, une chose est d'avoir la loi, mais l'autre chose est de ne pas permettre à ce que la loi nourrit les tensions dans le pays. À ce propos, c'est peut-être pas forcément dans la loi aussi, parce que beaucoup oublient l'aspect là, c'est la configuration peut-être du Parlement actuel. Voilà, donc, et au moment où l'opposition devait rattraper un peu, c'était lors des élections municipales, mais en ce moment, l'opposition, on disait dans une grave crise avec les FCB. C'est juste un aspect. C'est ça, justement. C'est juste un aspect que vous soulevez. Parce que lorsque vous avez 83 députés, qui sont tous de la mouvance, Monsieur c'est juste un aspect. Le parrainage deviendra difficile. C'est juste un aspect que vous soulevez. Non, attendez, c'est juste un aspect que vous soulevez, mais vous oubliez que cet aspect, en réalité, peut continuer de nourrir, n'est-ce pas, les tensions dans le pays. Je ne dis pas forcément pour les élections de 2021. Imaginons, par exemple, en 2023, on a également 83 députés qui appartiennent à un même parti politique. Ça veut dire qu'en 2026, on va avoir encore les mêmes choses. Imaginez peut-être en 2026, c'est peut-être l'autre face, où les 83 députés appartiennent peut-être à l'opposition et autres. Vous voyez, donc ça va continuer de nourrir les tensions dans le pays. C'est pourquoi je dis, il faut quand même réformer, il faut quand même toiletter, n'est-ce pas, ces réformes-là, pour permettre d'analyser, pour voir le pour et le contre, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que désormais, à la porte des élections présidentielles, qu'il n'y ait plus cette tension-là. Donc c'est un chantier, vous invitez le chef d'État. Tout à fait. Et je sais qu'il est conscient qu'il va le faire. Qu'il va le faire parce qu'il est conscient que ce que nous venons de faire, en réalité, on a frôlé le pire. Il a visité, n'est-ce pas, les militaires la fois dernière. Si moi je vois ces images-là, je me demande, on est parti de très, très loin pour en arriver là. Et donc, à partir de là, comme on a l'habitude de dire dans nos proverbes, si tu tombes, ce n'est pas le bagage que tu dois regarder, il faut regarder ce qui t'a permis de cela ne pourra pas se faire sans le dialogue. Il est important. Mais la position du gouvernement par rapport au dialogue demandé par les opposants, je dis l'opposition radicale. Je pense que ce que l'opposition... On sait la position. Oui, je sais que ce que l'opposition devait faire, c'est d'inviter au dialogue. Mais n'oubliez pas que le dialogue, cette assise avait déjà été convoquée et on sait que comment cela s'est soldé. Voilà que le gouvernement, si je me rappelle bien des propos du ministre porte-parole du gouvernement, qui dit le dialogue, d'accord, mais dans la légalité. Qu'est-ce qu'il met dans la légalité? C'est lui peut nous l'expliquer. L'élection est terminée, on doit oublier tout et appeler les filles du Bénin pour dire venez, asseyons-nous et discutons. Qu'on le veuille ou pas, que vous soyez l'opposition ou vous soyez à l'extérieur, le Bénin c'est pour nous tous. On ne doit pas d'une manière ou d'une autre mettre certains à l'écart parce que même la vendeuse de l'eau là, elle participe au développement du pays. À plus forte raison, les gens qui sont à l'extérieur, bien sûr, ils ont aussi leur dossier, mais le chef de l'État, une fois élu, doit oublier ces choses-là. Il dit, c'est moi qui le dis. Non seulement le chef de l'État de ceux qui sont au Bénin, mais également ceux qui sont à l'extérieur. Il faut qu'on puisse leur faire appel ensemble pour qu'on puisse amorcer le réel développement. Sinon, les tiraillements là, c'est trop bien. Rien ne les a chassés du Bénin. Bon, personne ne les a chassés. Vous savez de quoi vous êtes en train de parler quand même. Alors, donc, il faut qu'ils reviennent alors. Il faut qu'ils reviennent. Mais à condition, les chefs de l'État là, à condition de venir répondre de leur dossier. C'est ça, justement. Vous ne pouvez pas aller... Il faut aussi qu'ils aient le courage de venir répondre de leur dossier. Bon, ce qu'on a ici, excusez-moi beaucoup, je ne voudrais pas qu'on ouvre ce débat-là. Les gens viendront, ils vont se laver propre, blanc comme les kaolins. Si on veut vous prendre, on va vous prendre, que vous le voulez ou pas. Oui, je ne sais pas qu'il raconte n'importe quoi. Moi, je dis que vous parlez de dialogue ou pas, c'est la volonté d'une seule personne. C'est le chef de l'État. Le ministre a beau dire, on ne peut pas traiter, avec les terroristes. Voilà un thème que moi je n'apprécie pas. Parce que lorsque nous parlons du terrorisme, nous voyons à l'extérieur, dans les pays voisins, ce qu'on n'attend pas terrorisme. Et à force de le dire, moi j'ai tellement peur de ce mot quand j'entends le mot terrorisme. Vous pouvez chercher autre thème. Bref, c'est une parenthèse. Et l'autre chose que j'aimerais dire, je l'ai évoqué tout à l'heure,
on parle de dialogue, oui, je suis entièrement d'accord. Mais ça ne peut l'être sans la volonté du chef de l'État. Et moi, je dis autre chose, la volonté du chef de l'État aussi, en réalité, dépend des politiques. Pas forcément de l'opposition, mais de la mouvance aussi. Essayez de trouver un terrain d'entente. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est parti pour 5 ans. Et 5 ans, ça va finir. Et quand ça finit, on ne sait pas ce qui, c'est-à-dire en 2026, le visage politique du Bénin, on ne maîtrise pas ça encore. On ne sait pas si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pourraient se retrouver de l'autre côté du rideau. Et à partir de ce moment, souffrez que peut-être ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui sont écartés aujourd'hui, si peut-être c'est demain ceux-là qui viennent au pouvoir, donc la vengeance va continuer. Voilà. Et quand la vengeance va continuer, souffrez. Le Bénin, on serait toujours avec des tensions de part et d'autre. Donc, à partir de ce moment, je trouve que pour couper, pour essayer de penser à ces blessures-là, il faut essayer aujourd'hui d'inviter tout le monde. Il faut essayer de pardonner. Si le chef de l'État, je le dis ouvertement, si le chef de l'État a pu pardonner un certain Bertin Corvi, si le chef de l'État a pu pardonner un certain le colonel Tawes, ça veut dire que le chef de l'État est capable de pardonner également ceux qui sont aujourd'hui à l'extérieur pour que le Bénin soit quand même... Pardon du chef de l'État. Écoutez, je le dis... oppose des intéressés au chef de l'État. Pardon? Il n'y a que des dossiers sont en cours devant la justice. Mais je ne dis pas forcément que quelque chose oppose le chef de l'État à ses exilés politiques. Je dis, mais le dernier, bon, dites-moi, des Béninois, qui est habilité à accorder une grâce présidentielle? Donnez-moi le nom. Ce n'est que le président de la République. Alors, ce n'est pas forcément que le président de la République a un problème avec quelqu'un avant de lui accorder la grâce présidentielle. La personne peut avoir un problème avec la justice et bénéficier. La preuve, regardez, Togula, l'ancien préfet Togula n'a pas eu un problème avec le chef de l'État, a eu un problème avec la justice. Et pourtant, lui a accordé la grâce présidentielle. Je dis, tout ce que nous disons en réalité, c'est pour que le Bénin retrouve ce havre de paix qu'on a l'habitude de constater. Sinon, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a trop de tensions. Du nord au sud. C'est vrai que peut-être le sud est apaisé, on maîtrise. Mais le nord, c'est quand même le fief de certains aujourd'hui qui se retrouvent en exil. Je ne refuse pas, je ne fais pas l'apologie de l'injustice. La justice, d'accord, mais le dialogue, la volonté de pardonner, la volonté de faire quelque chose. Est-ce que vous voyez le prochain mandat? Est-ce que vous voyez peut-être le chef d'État dans cette posture pour ce second mandat? Oui, c'est ça, le confrère a dit tout à l'heure. Le chef de l'État a la possibilité d'appeler les fils et filles du Bénin. Mais il y a un aspect qui est très capital. Il a dit, je pensais que c'est de là-bas il voulait aller. Les politiques qui sont autour de lui, ils doivent aussi mettre de l'eau dans leur vin. Si le chef de l'État même a la volonté de convoquer une assise, d'appeler tous les filles et fils du Bénin, les gens sont autour de lui qui peuvent être des obstacles. Lorsque vous prenez, je ne cite pas un nom, lorsque vous prenez les propos qui sortent du porte-parole du gouvernement, ce ne sont pas des propos qui appellent au calme. Les terroristes, on ne peut pas dialoguer avec les terroristes. Le financement du terrorisme. Elles sont mesurées un peu l'ampleur de ces mots-là. Point béninois, un fils ou une fille du Bénin. On va dire qu'ils sont des terroristes. D'où, pour qu'il y ait ce dialogue-là, il faut que ceux qui sont autour du chef de l'État aussi puissent mettre de l'eau dans leur vin. Le chef de l'État a des conseillers qui peuvent lui dire, ah, voilà. Lorsque vous êtes un chef d'État, vous avez quelqu'un au moins, même si tout le monde vous parle et vous ne suivez pas, vous avez quelqu'un au moins, s'il vous parle, vous dites, ah, c'est lui-là, s'il me parle, il faut que je l'écoute. Il y a ces cas-là qui sont autour du chef de l'État qui pouvaient lui dire, ah, patron, tel que nous sommes en train d'évoluer là, tel que nous sommes en train d'évoluer là, c'est pas bien. Il faut qu'on puisse quand même réfléchir au développement du Bénin. Mais tel que beaucoup qui sont autour de lui parlent là, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le chef de l'État peut faire appel à ses concitoyens, qu'on le veut ou pas, qui sont à l'extérieur pour dire, venez, nous allons développer notre pays. Voilà. Alors, donc quand je crois quand même ces propos du chef de l'État, à la une du quotidien, dans la ligne du quotidien événement précis aujourd'hui, le chef de l'État, donc, quand il livrait ses premières impressions, hier, donc, le chef de l'État qui disait, nous allons construire le Bénin dans la paix, la concorde, l'unité nationale et la sécurité. Mais il a tout dit. Il a tout dit du prochain mandat. Vous voyez, cela vous a dit, nous allons
l'unité nationale, la concorde, Voilà. la paix, La et la sécurité. sécurité. Moi, je prends l'aspect l'unité nationale. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de défendre ici. Donc, la L'unité vision du chef nationale d'État sur ce plan est claire. est claire. L'unité Il faut ramener nationale donc, ne peut se faire sans la participation de tout le monde. C'est clair. Si il y a certains qui sont écartés, pendant que d'autres sont là à, n'est-ce pas, accuser ceux qui sont écartés du terrorisme et autres, je ne pense pas qu'il y ait cette unité-là. Parce que j'ai l'habitude de le dire, c'est quand les politiques se retrouvent ensemble que la base se retrouve ensemble. C'est quand les politiques arrivent à filmer le calme de la paix que ceux qui sont à la base, c'est-à-dire les militants qui sont à la base, essaient quand même de retrouver cette paix-là, de retrouver cette unité-là. Mais quand il y a de division entre eux, il est difficile pour les partisans, de part et d'autre, il est difficile pour eux de se retrouver et de n'est-ce pas, confirmer cette unité-là dont on est en train de parler. Et donc, je pense, j'ai bonne foi, que si le chef de l'État arrive à prononcer ces propos, il est aussi conscient que cela ne peut se faire sans les uns et les autres. Donc, cela ne peut se faire sans les uns et les autres. Cela appelle, n'est-ce pas, à ce dialogue-là. Cela appelle, n'est-ce pas, à cette assise-là. Ou du moins, cela appelle également à ce pardon-là qui doit permettre à tout le monde de se retrouver et de recréer cette image-là qu'on a connue du Bénin. Quand je suis les médias internationaux, je vois des militaires avec affrontement entre... Moi, j'ai peur parce que je dis, par le passé, je n'ai jamais vu ce genre d'images-là. Et si aujourd'hui on voit ces images-là, cela voudra dire qu'il y a quelque chose. Et que la volonté du chef de l'État pourrait faire à ce qu'on efface ces images-là. Rassurez-vous, la situation est bel et bien maîtrisée. Lui, à Sogba, à Isiaka Koshoni, rapidement, maintenant, pour finir. On n'a pas pu évoquer tous les chantiers, surtout à propos donc, des propos du chef de l'État. On reviendra certainement là-dessus, sur d'autres plateaux, pourquoi pas, oui. Alors. Oui, et la meilleure façon de dire, c'est de faire. Le tout ne suffit pas de dire, nous voulons la paix, la concorde et qu'on sort. Il faut que le chef de l'État puisse prendre son bâton de pèlerin pour dire, effectivement, je mets fin à tout. Il a dit, c'est l'unique personne qui peut dire aujourd'hui, tous ceux qui sont à l'extérieur, descendez, je vous gracie. C'est lui seul qui peut le dire. En dehors de lui, je ne suis pas sûr qu'un Béninois peut le faire. Et il a déjà fait. D'où c'est lui seul qui a aujourd'hui le bâton qui pourrait dire allons à la table d'assises, négocions, discutons pour le développement du pays. Voilà ce que j'ai à dire à ce niveau. Et l'exemple, pour terminer ça, l'exemple qui attire plus mon attention, l'exemple de Gbagbo. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Les jours qu'on l'a libéré, vous voyez comment les habitants de chez lui ont manifesté. Je pense qu'il va rentrer au pays maintenant et le calme va revenir à l'Assemblée. Et Ouattara lui-même sera tranquille. Pourquoi lui-même qui est ici maintenant ne peut pas, qu'on le veuille ou pas, il s'inquiète un peu de ceux qui sont à l'extérieur. Ça veut dire lui-même, lorsqu'il va les pardonner, il aura la paix du cœur pour dire je suis avec mes consciences. Mais certains sont à l'extérieur. J'ai entendu dans ses propos également où il dénonçait certains qui sont assis ailleurs, qui pilotent les chasseurs et consorts. S'il y avait cette assise avec l'union entre nous, il ne peut pas avoir cette idée-là. D'où c'est important pour lui-même, pour sa paix du cœur, pour sa quiétude, pour sa bonne gestion. Il doit faire une assise pour qu'on oublie tout et amorcer le vrai développement du Bénin. Merci Isiaka Koshoni, merci. Oui, c'était donc le décryptage de l'actualité socio-politique et l'actualité électorale. Donc le souhait, c'est voilà, simplement que le chef de l'État, et bien sûr pour ce quinquennat, puisse accomplir, aller poursuivre sa vision, la continuité, les grands chantiers et accomplir bien donc sa mission. Mais pour vous, il faut forcément ce dialogue-là au niveau donc de toute la classe politique, de toutes les forces vives de la nation. Merci à vous.